to the next level? Mamba out. Bonjour à tous et bienvenue à Hall of Shame. On se retrouve pour un tout nouvel épisode du Tableau Noir, cette fois consacré aux Dallas Mavericks, particulièrement ceux de la saison passée. Donc, après 3 épisodes de suite sur la défense, cette fois on va vraiment s'intéresser de l'autre côté du terrain à l'attaque. Donc une vidéo sur les Mavs, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Doncic est sans doute le joueur que j'aime le plus regarder actuellement, et ça faisait très longtemps que j'avais pas autant suivi un joueur en particulier. Plus que Luka seul, c'est vraiment cette équipe de Dallas l'année dernière qui a vraiment été un gros coup de cœur pour moi. Donc vous avez dû vous en rendre compte car je les cite quand même très souvent dans mes exemples offensifs, dans les différentes vidéos. Et donc en effet c'est un coup de cœur, mais c'est pas que ça. En effet, Dallas l'année dernière, c'était tout simplement la meilleure attaque de l'histoire du basket. Donc quand je dis ça, ça peut paraître un peu présomptueux, ça peut quand même paraître fort quand on voit les grosses attaques avec plein de superstars qui sont succédés dans l'histoire de l'NBA. On pourrait croire que j'exagère un peu, mais en fait statistiquement c'est l'attaque la plus efficace sur une saison régulière de l'histoire, avec 116,7 points par 100 possessions. Donc c'est au-dessus des Lakers de l'époque Showtime, de l'époque de Magic Johnson, de Michael Jordan aussi chez les Bulls, des Heatles, des Lakers de Kobe et Shaq, etc. Donc malgré donc des gros trous d'air en défense, parce que c'est une équipe qui n'avait pas une grosse défense, l'équipe a donc su, en capitalisant tout sur son attaque, finir avec un bilan de 43-32 qui était très prometteur, surtout vu l'âge de ses joueurs et notamment de ses joueurs stars. Donc ici on va voir comment tactiquement ils ont su atteindre ce niveau offensif, être aussi efficaces en attaque, mais aussi pourquoi ça coince un peu cette saison en comparaison. Donc d'abord on va regarder un peu le système de jeu offensif de Dallas la saison passée. On va regarder un peu pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi efficaces. Donc, comme j'en parlais dans l'épisode C'est quoi sur les statistiques avancées, généralement pour voir si une attaque est efficace ou non, attaque bien, on regarde les 4 factors. Donc c'est 4 statistiques clés collectives qui permettent un peu de voir si l'équipe arrive à être efficace dans les points clés en fait de l'attaque. Et quand on regarde ces 4 facteurs, on voit que l'équipe des Mavs de la saison passée est dominante dans tous les domaines. Elle est nulle part première, mais elle n'a aucun point faible en fait en attaque sur ces 4 facteurs. En effet, on voit qu'ils ont un effectif field goal de 54,5%, soit le 5e de la ligue. Ils perdent seulement 13 ballons par 100 possessions, donc 13% de perte de balles, soit le 3e résultat de la ligue. Ils sont 5e au pourcentage de rebonds offensifs avec 27%. Et ils sont 7e au nombre de lancers francs tentés par rapport au nombre de tirs pris, ce qui les place 7e, donc c'est leur moins bon résultat des 4 facteurs, mais il faut savoir que c'est une équipe qui shoot énormément à 3 points, donc être 7e en shootant autant à 3 points, c'est aussi un exploit. Donc on voit que c'est une équipe qui est première nulle part, elle ne surdomine aucun de ses éléments, même si elle est très forte partout, mais elle a aussi aucune faiblesse offensive. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir quel système de jeu a été mis en place à Dallas pour arriver à ce niveau-là. Donc déjà, il faut voir que c'est un système de jeu méga efficace qui a été mis en place par Rick Carlisle. Donc c'est un coach réputé, respecté en NBA, qui est champion en 2011, et c'est un des premiers coachs à avoir mis autant le 3 points au centre de son jeu, notamment avec le titre donc de 2011 avec les Mavs. Donc c'est un coach qui avait pas mal été précurseur un peu de l'utilisation du 3 points en dehors de small ball, de run and gun et tout ça. Et donc dans cette équipe, on voit que autour de Luka Doncic et de Kristaps Porzingis, ça manque quand même pas mal de talent, et lui il a quand même réussi à capitaliser énormément sur les capacités individuelles et collectives de ses joueurs pour réussir à créer un collectif vraiment efficace. C'est pas seulement une addition de talents individuels qui en ont fait une grosse attaque, mais vraiment quelque chose de plus global, plus collectif. Donc ce système de jeu qu'il a mis en place, c'est ce qu'on appelle la 5-out offense. Donc pour les non bilingues, ça signifie l'attaque à 5 extérieurs. L'idée du coup ici est assez simple en fait. Ça va être d'avoir 5 joueurs qui sont en dehors des 3 points, si possible 5 joueurs qui savent shooter à 3 points, pour créer un maximum d'espace, de spacing, et pouvoir créer des boulevards vers le cercle. Donc maximiser au maximum cette idée d'écarter la défense pour créer de l'espace. On retrouvait cette idée aussi à Houston la saison passée, mais il y a 3 grosses différences dont je vais vous parler pas mal dans la suite. Ça va être que contrairement à Houston, à Dallas, on va avoir une équipe qui offensivement va mettre du mouvement, va pas hésiter à faire des extra passes, et surtout, on a beaucoup de coupes vers le cercle. On a peut-être 5 joueurs qui sont en dehors des 3 points, mais ils ne sont pas à l'arrêt, et ils n'hésitent pas à traverser la zone des 3 points. C'est pas comme au hand avec une zone interdite.
Donc déjà dans cette 5-out offense, le système commence toujours un peu de la même façon avec le ballon dans les mains de Luka Doncic qui va énormément avoir le ballon en fait dans ce système. Le jeune sophomore est vraiment la clé au cœur de ce système de jeu et tout va être construit sur ses qualités et ses défauts. On va avoir une action type de cette attaque qui va plutôt être sur jeu placé. Dallas est la 25e attaque sur la fréquence du nombre d'attaques faites en transition. En effet, elle n'attaque que 12% de ses attaques sur du jeu en transition, et elle est aussi la 18e au pace, c'est-à-dire au rythme du jeu, avec 99,3 possessions par match. Donc on a une équipe qui va jouer de façon assez lente, qui va prendre son temps, qui va refuser pas mal la contre-attaque pour ralentir, pour mettre des jeux en place, avec le ballon dans les mains de Luka et 4 extérieurs qui sont en dehors des 3 points autour. Donc si c'est une équipe qui va pas mal jouer sur jeu lent, sur jeu placé, c'est aussi parce que Luka est un joueur qui n'est pas extrêmement rapide, athlétique, et donc vous avez tout intérêt plutôt à lui donner le ballon sur du jeu placé, où il peut prendre son temps et vraiment imposer son propre rythme. On commence alors donc en exploitant vraiment la capacité de Doncic à attaquer la défense, à mettre la pression vers la raquette. La première étape du système de jeu, ça va être un jeune Luka Doncic qui va attaquer le cercle. Et on n'a aucun défenseur qui sont dans la peinture, ils sont tous à défendre sur des shooters extérieurs. Donc Luka a pas mal d'espace pour pouvoir attaquer. On a un peu une idée ici de drive and kick à la Harden, cette idée d'attaquer la raquette, de forcer les défenseurs à venir aider à rentrer dans la raquette pour trouver des shooters ouverts. Mais les qualités de Doncic en fait changent beaucoup la donne ici. En effet, il a un premier pas qui est très lent, mais il a très très bons appuis, il a un très bon contrôle de son corps, une très bonne proprioception, et il a cette très grosse capacité à décélérer, qu'on oublie souvent en fait de mentionner, cette capacité donc à s'arrêter d'un coup, qui peut créer de l'espace. Donc tout ça fait qu'il arrive à obtenir beaucoup de très bons tirs proches du cercle, sans dépasser son adversaire. Il arrive très souvent en ralentissant, etc., à placer un petit flotteur, sur une feinte de corps, etc., à pouvoir aller jusqu'au cercle, ou à absorber le contact au moment d'un choc pour pouvoir finir son tir, mais en fait il ne dépasse jamais son adversaire comme peuvent le faire la plupart des joueurs en pénétration. Il joue pas du tout sur son premier pas par exemple. Donc on va avoir un Luka qui va aller jusqu'au cercle, qui va être capable de finir de scorer, d'enchaîner après contact avec un répertoire qui est absolument dingue, un des meilleurs de la ligue à 4-5 mètres, ce qui fait qu'il faut venir en aide même s'il n'est pas dépassé. Donc les équipes vont systématiquement venir aider sur lui, et le joueur qui défend sur lui est toujours sur lui. Ce qui fait que on sera en temps normal sur du drive and kick, on a une aide sur le joueur qui est dépassé par le premier pas, l'aide va venir et le joueur qui est dépassé va arrêter de défendre sur ce joueur et va venir sur le joueur qui est seul à 3 points en fait, faire en quelque sorte changer de joueur. Mais dans ce cas-là, vu que l'aide n'est pas sur un joueur qui est dépassé, on n'a pas de joueur dépassé, on a plutôt une prise à 2, on va avoir donc aucune rotation derrière. On va avoir des shooters qui vont se retrouver avec de l'espace. Et c'est là où il peut faire très très mal en fait, parce que donc il se retrouve à mi-distance dans cette zone à 4-5 mètres qu'il affectionne particulièrement. Il peut alors scorer à très très haut pourcentage. Il a quand même un pourcentage effectif de 53%, ce qui est énorme pour un joueur avec son volume de tir. Il peut obtenir beaucoup de fautes aussi, il a cette capacité à aller chercher beaucoup de lancers francs, ou il va déclencher le jeu de Dallas grâce à cette très bonne capacité de passe. Donc il trouvera donc un coéquipier démarqué, pas toujours celui auquel on s'attend d'ailleurs, et ce qui va vraiment être le détonateur de l'attaque de Dallas. C'est vraiment, il a vraiment ce rôle en fait de détonateur, de lancement, de rampe de lancement de l'attaque sur jeu placé. Donc contrairement à Houston, quand on parlait aussi de système un peu avec 5 joueurs extérieurs et drive and kick, le jeu ne va pas se limiter à une seule passe. En effet, Dallas est la 15e équipe de la ligue sur le nombre de passes totales réalisées au cours d'un match, avec 298, pardon. Donc ce total est pas énorme, on est donc dans la moyenne, mais il est très très haut quand on compare à toutes les autres équipes qui jouent autant sur un joueur, qui ont autant une star qui polarise le jeu. Quand on regarde Houston, Portland, les Hawks, Milwaukee, les Clippers, sont tous après la 23e place la saison passée. Quand Dallas est 15e, donc Dallas c'est une des équipes qui fait le plus tourner la balle avec une superstar autant au centre de son jeu. Il y a donc cette recherche systématique de l'extra passe, mais on a aussi pas mal d'écrans qui sont faits à l'opposé pour libérer des shooters après une première passe, et donc pour obtenir plus de tirs ouverts. On se retrouve donc avec une équipe qui va tirer à 36,7% à 3 points, donc 10e de la ligue, mais en tentant 41 tirs par match à 3 points, ce qui était le 2e de la ligue, loin derrière Houston. On se retrouve donc avec une équipe qui va marquer énormément de loin, qui est la 2e équipe qui marque le plus de 3 points, et 36,7% avec ce nombre de shoots pris, c'est quand même une très belle réussite.
Donc c'est une équipe qui va aller chercher des fautes ou des tirs proches du cercle en première intention, avec un excellent joueur dans le domaine pour aller chercher des fautes ou ces tirs proches du cercle au pourcentage, et qui va libérer des 3 points ouverts après 1, 2, 3, 4 passes en mouvement. On a donc vraiment Doncic qui va servir de détonateur et concentre tout le facteur risque en fait. C'est le seul qui va vraiment chercher du drive au milieu de plusieurs joueurs, qui va se prendre des prises à deux, et sa première passe est toujours la plus risquée car en mouvement, il faut qu'il la fasse vraiment en rythme et en mettant du rythme, c'est ce rythme-là qui va mettre le tempo ensuite. Donc cette passe va ensuite créer un surnombre et peu de dribble derrière, donc on a très peu de pertes de balles des autres joueurs. Doncic en perd 4,2 en moyenne, mais au final Dallas c'est une équipe qui est deuxième de la ligue avec seulement 12,7 pertes de balles par match, car la majorité des passes qui sont faites sont des passes libres et avec énormément d'espace. Donc ça peut être des passes en périphérie, des extra passes pour d'autres shoots à 3 points, mais on a aussi beaucoup de passes pour des coupes vers le cercle. Par exemple, on voit Brunson ou Seth Curry l'année dernière qui le faisait énormément, sauf que Luka a déjà créé tellement d'espace et le fait d'avoir les joueurs qui sont aussi éloignés les uns des autres va créer des boulevards pour des passes et donc des passes qui sont finalement peu risquées. Ensuite, on a une équipe qui va énormément jouer le pick and roll. En effet, tout est encore une fois centré sur les qualités et les capacités techniques de Luka Doncic, et Luka Doncic est un excellent joueur de pick and roll. Donc on va lui poser énormément d'écrans, faire énormément de pick and roll autour de ce joueur. Donc on a souvent Powell, Porzingis ou Maxi Kleber qui vont venir poser l'écran. Donc si c'est avec Powell, ça va plutôt être généralement du pick and roll classique avec du alley-oop ou des actions comme ça. Mais avec les autres, on va ajouter un deuxième danger. En fait, Maxi Kleber et Porzingis sont des très bons shooters à 3 points et donc ils vont alterner régulièrement du pick and roll, du pick and pop. Ils vont multiplier les fausses pistes pour piéger leurs adversaires. Et le fait de pouvoir faire aussi simplement et aussi bien du pick and roll et du pick and pop, ça va augmenter le côté imprévisible de l'attaque de Dallas. Donc en plus, on a Luka Doncic qui analyse et gère très bien les différentes défenses. Il est capable de très vite lire ce que va faire l'attaque, comment la défense va intervenir. Si il voit qu'il y a une trappe qui commence, il va s'éloigner un ou deux pas pour trouver une bonne passe avant d'être pris à deux et donc de prendre le risque de perdre la balle. Il va prendre de la vitesse si son défenseur passe au-dessus de l'écran, il va shooter s'il passe en dessous avec son step back qu'on voit très régulièrement, ou il va gérer le switch via son match-up ou suite Porzingis. C'est là aussi où Porzingis est très intéressant, c'est qu'en cas de switch, il va pas hésiter à mettre le ballon à son intérieur. Porzingis c'est vraiment un joueur atypique de 2m21 capable de shooter de très très loin ou de placer des petits turnaround jumpers à mi-distance et qui peut utiliser sa taille pour shooter sans prendre le risque de se faire contrer par-dessus un adversaire, surtout après le switch. Donc on se retrouve avec cette arme qui est extrêmement dangereuse du côté de Dallas, et c'est comme ça que Dallas est le deuxième de la ligue après Portland au niveau de l'efficacité du pick and roll. C'est la deuxième équipe qui va marquer le plus de points sur 100 possessions sur pick and roll en fait. Et c'est ce qui en fait une arme aussi dangereuse. Et enfin, comme si c'était pas suffisant, on a un système qui va revenir très très souvent à Dallas, avec un jeu à 3 sur pick and roll en fait, qui va être un peu complexifié en rajoutant un Seth Curry qui est létal. Curry vient au début se placer au début de l'action au poste bas, pendant que Porzingis va poser un écran à Luka Doncic dans l'axe, et en fait on va avoir Seth Curry qui pendant l'écran va remonter, rester traîné, voire poser un écran sur le défenseur de Porzingis, puis remonter face au cercle à 3 points, et on a donc Luka Doncic qui peut soit y aller tout seul ou jouer son adversaire, soit profiter de la mésentente qui est créée avec le risque que crée Seth Curry qui est un excellent shooter à 3 points et de l'embrouille que ça crée. Ça peut soit libérer énormément d'espace pour avoir un shoot ouvert en tête de raquette de Seth Curry qui rentre très souvent, ou alors un accès au cercle très simple pour un alley-oop pour Porzingis. Donc ce système va faire extrêmement mal, les équipes vont avoir énormément de mal à s'y adapter. Et donc on va se retrouver avec un Seth Curry qui est une arme rajoutée sur le pick and roll, rien que par sa présence et en fait son danger va pouvoir encore plus déstabiliser une défense qui est déjà mise à mal par le pick and roll en deux joueurs très bons dans le domaine. Donc on voit que Curry pose un écran à un grand sur ce système, et c'est ce qui est assez intéressant dans cette équipe de Dallas, c'est qu'il y a une destruction totale des postes classiques à Dallas. On va plus se retrouver dans une équipe avec un petit meneur de jeu, un guard, qui est secondé par un arrière, un ailier shooter et deux intérieurs. Après, avec un intérieur qui s'écarte un peu avec l'ailier fort et un pivot à l'ancienne, on va se retrouver avec un système qui est totalement différent et on va plutôt parler de rôle en fait que de poste. On va se retrouver donc avec des rôles qui en plus sont interchangeables.
Déjà pour commencer, il n'y a pas de meneur classique qui organise le jeu, mais Luka Doncic en ball handler, en porteur de balle. Il n'a pas le physique d'un meneur de jeu, il défend pas sur les meneurs de jeu, la façon dont il gère le tempo et tout ça n'est pas celle d'un meneur de jeu non plus, et c'est pas pour rien qu'en sélection nationale ou quand il était au Real de Madrid, il était catalogué poste 3 en fait. Pour moi, c'est pas un meneur de jeu au sens traditionnel, c'est un point forward, un peu comme peut l'être LeBron James depuis pas mal d'années par exemple. Et donc, on a ce porteur de balle, et autour de lui, on n'a pas des postes différents, mais on a 4 joueurs qui ont des rôles donc classiques en défense. On a généralement 2 guards, un forward, un center en défense, mais en attaque, ce sont avant tout 4 joueurs qui sont des shooters, avec 4 joueurs qui sont capables de poser des écrans, qui vont poser des écrans, qui sont tous capables de couper vers le cercle, de se placer en attaque dans le bunker, cette zone proche du cercle qui sert en fait à faire une passe au dernier moment en cas d'aide. On a Jalen Brunson ou Seth Curry qui le font régulièrement, autant qu'un joueur comme Finney Smith ou Maxi Kleber par exemple. Donc on a ces joueurs-là qui vont poser des écrans, qui vont couper, qui vont shooter, et on n'a plus cette notion de role player au sens originel du terme, c'est-à-dire de joueurs qui sont assignés à telle ou telle besogne. Le pivot qui est là sur alley-oop, le 3&D, etc. On a une notion beaucoup plus large. L'extérieur qui va poser des écrans, par exemple, c'est très peu vu en NBA. Et donc on a un système de jeu qui va devenir plus imprévisible et donc plus efficace. À ce niveau-là, je trouve que c'est un peu le pendant offensif du système Brad Stevens à Boston en défense. Donc j'en ai déjà parlé pendant les derniers playoffs dans la vidéo à ce sujet, mais Boston a cherché à supprimer totalement la notion de poste en défense, est obligé quand même de garder un meneur de jeu et un pivot, mais sur les autres postes, il cherche à être le plus interchangeable possible, et en attaque, Dallas va réaliser la même chose. Il y a cette disparition progressive des postes pour des rôles en fait. Enfin, le dernier point évoqué dans les 4 factors, c'est les secondes chances. On a une équipe de Dallas qui va énormément en rebond offensif, et c'est vraiment un effort qui va être collectif. On n'a pas un joueur qui va prendre 4-5 rebonds offensifs, on n'a pas un André Drummond dans cette équipe, et d'ailleurs quand on regarde les joueurs de l'effectif, le meilleur rebondeur par match, ça va être Luka Doncic, donc on se dit que c'est pas forcément une équipe qui est si dominante que ça au rebond avec un joueur dominant, ça va plutôt être un effort collectif. Et c'est intéressant de voir qu'on a 8 joueurs qui prennent au moins un rebond offensif par match. Sur ces 8, on a notamment la saison passée Delon Wright ou Finney Smith, qui sont des petits ou tout du moins des extérieurs. Donc on a vraiment cet effort collectif d'aller chercher les secondes chances, de se donner des deuxièmes cartouches, donc soit ça peut être directement sur des claquettes, comme va le faire énormément un joueur comme Porzingis, mais ça peut être tout simplement redonner des cartouches, reprendre le temps, et donc en faire une attaque encore plus efficace. Donc on voit bien que ce système de jeu était un système de jeu très efficace, un des meilleurs qui était mis en place, mais la question c'est de voir un peu la continuité cette année. En effet, on voit qu'il y a eu très peu de changements dans l'effectif, mais surtout dans les joueurs qui avaient les rôles principaux, mais finalement on voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec un bilan de 17-16 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et un Doncic qui a pas mal été accusé de commencer à jouer pour ses stats, sur le début de saison, puis une efficacité offensive qui a plongé, donc de 116 l'année dernière, 7 points par 100 possessions, on n'est plus qu'à 113,0. Donc outre le deuxième argument de joueurs qui jouent pour ses stats, sur lequel j'ai pas mal de mal, qu'on a déjà vu pour Harden ou Westbrook, il faut voir en fait ce début de saison, c'est un peu plus de 30 premiers matchs, vraiment en 2 parties. Il faut voir avant et après le 21 février pour moi. À ce moment-là, Dallas est à un bilan de 8-13 et est 13e à l'ouest. Donc avant ce jour, ils sont 13e à l'ouest, ils ont surtout un off-rating de 108 points par 100 possessions, ce qui est sous la moyenne de la ligue et même très en deçà, avec une 21e place à ce moment-là. Et pour moi, il y a plusieurs raisons. Donc c'est ma théorie, la façon dont j'ai vu les choses, c'était que ces raisons, elles sont assez différentes les unes des autres, mais elles arrivent toujours un peu au même résultat final. La première, c'est les absents. Donc on a pas mal d'absents qui ont beaucoup manqué en début de saison. On a eu Porzingis, Kleber, Finney Smith, Dwight Powell. Ils ont tous manqué à peu près au moins une dizaine de matchs. Et donc, sans Porzingis et Kleber, on a une équipe de Dallas qui se retrouve à jouer avec systématiquement un joueur dans la raquette. Powell ou Cole-Stein, par exemple. Donc on a moins d'espace pour Luka Doncic au début de son action. Et qui, en plus, Luka Doncic, pour pas lui chercher l'excuse, est arrivé hors de forme physique. Donc techniquement, il était toujours aussi bon, mais un peu plus lent, un peu moins fort physiquement, et donc moins percutant. Il a donc un joueur de plus dans la raquette qui va lui créer un surnombre beaucoup plus rapide, il a moins cette capacité à faire l'écart, et il arrive beaucoup plus difficilement à accéder au cercle.
ça a totalement cassé ce rôle de dynamiteur de l'équipe avec un rythme beaucoup plus lent. Donc pour illustrer ça, on voit qu'il est passé de 49,7% de ses tirs pris à moins de 3 mètres la saison passée, et sur cette saison, il est à 42,2% de ses tirs, sachant qu'au 21 février, il était à peine à 40%. Donc il y a une énorme chute de ces tirs qui sont pris dans son jardin, dans sa zone préférentielle, proche du cercle. Il obtient aussi dans le même temps, comme il arrive moins à aller proche du cercle, il obtient beaucoup moins de fautes. En effet, les dernières saisons, il obtenait 44,8% de lancers par tir tenté, et cette année il est descendu à 38,5%. Donc c'est un joueur qui arrive moins à chercher les fautes, qui arrive moins à aller au cercle, qui met plus de temps à y aller, et on a un premier maillon qui est donc en difficulté, à la fois par son manque de forme, et par le système qui fait qu'on a un joueur dans la raquette là où il n'y en avait pas avant. On a donc un premier maillon en difficulté qui va ralentir toute la suite, car si l'équipe jouait sur demi-terrain, le rythme et le mouvement y étaient très élevés, on avait quand même un mouvement de balle assez rapide. Or, en cassant ce rythme au départ, en cassant ce premier pas, tout va être plus lent, on a moins de décalage, moins de rythme, moins de bon shoot. Donc le deuxième point, ça va être vraiment cette notion de shoot. On voit qu'on a moins de bons shoots, et on a une équipe qui commence la saison en tirant seulement à 32% au tir à 3 points. Ils étaient tout simplement derniers du domaine au moment du 21 février. Donc déjà, la première raison, ça va être le départ de Seth Curry. Il prenait 5 tirs à 3 points la saison dernière, à 42,5% au tir. Il a été remplacé par Josh Richardson, qui prend autant de tirs à 3 points, 5 aussi, mais qui lui tire à 30,5% à 3 points, donc un écart de 12% qui est absolument énorme. Et donc évidemment ça aide pas. Mais aussi en début de saison, on n'avait pas Kleber, on n'avait pas Porzingis, donc il manquait aussi de ces joueurs shooters qui apportaient du spacing, qui apportaient des hauts pourcentages au tir, et dans le même temps on avait un Luka Doncic qui commence sa saison à 29% au tir de loin avec des volumes de plus de 7 pris par match. Donc on a tout qui s'effondre, on n'a plus de passes, on a des tirs qui rentrent pas, et les défenses ne sont plus si étirées car elles ont moins peur des tirs de Dallas. Donc ça casse une deuxième fois le rythme, et on est un peu dans cette spirale négative. Enfin, le dernier point est les absences de ces deux joueurs-là, de Powell qui a manqué beaucoup, de Finney-Smith. On a une équipe qui va être totalement dominée au rebond. Elle va être dominée au rebond défensif, mais elle ne va plus aussi oser autant aller au rebond offensif, et on a un pourcentage de rebond offensif qui va passer de 27% à 18,2% de rebond offensif. Donc il a totalement chuté, et on voit une équipe qui tire à beaucoup moins gros pourcentage à 3 points car elle ne trouve plus ses positions, car il lui manque ses shooters préférentiels, et qui en plus n'est plus capable de prendre des deuxièmes munitions sur ses tirs manqués. Donc on a une équipe qui se retrouve à être beaucoup moins efficace offensivement. Mais donc on l'a vu, la principale raison c'était pour moi beaucoup les absences, et sur les 3 points on a vu que c'était quand même pas mal lié aux absences de joueurs qui ont modifié le système en passant d'un 5-out offense à un système avec un pivot plus classique, et avec les difficultés de Luka Doncic. Mais depuis que l'équipe est au complet, tout va beaucoup mieux. On a exactement, avec le retour de Maxi Kleber, on a un Luka Doncic qui va shooter à 47% de loin et 54% dans le champ, et qui retrouve l'accès au cercle grâce à ce spacing, et on a une machine qui, rien qu'avec ce facteur-là, est totalement retrouvée. On est donc sur une série de 8 victoires en 10 matchs actuellement, et on a une équipe qui est remontée à 119,6 points sur 100 possessions, donc c'est encore mieux que la saison passée. Donc on voit que en échangeant Seth Curry contre Josh Richardson, c'est une équipe qui a voulu sacrifier un peu de son attaque en se disant qu'il pouvait faire un pas en arrière à ce niveau-là pour faire 2 pas en avant en défense. Sauf que la défense est toujours mauvaise. On a toujours une équipe qui a du mal en défense sur ses rotations, que ce soit collectivement ou individuellement. Et la perte de Curry, que moi je pensais pourrait être comblée par les autres joueurs qui sont là, finalement n'a pas été totalement comblée, et on a une équipe qui a eu plus de mal malgré tout à 3 points. Et on voit aussi que cette année, c'est encore une fois autour de son attaque que Dallas s'est remis en route, et Dallas est capable d'aller chercher des victoires, de mieux jouer. Mais tout ça, ça démontre quelque chose ici, c'est vraiment le problème de la polarisation individuelle, ce que mes camarades de Dunkebno appellent l'héliocentrisme dans certains de leurs articles, qui est à l'extrême dont je parlais dans le premier épisode de C'est quoi sur la polarisation et le spacing. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un Luka Doncic un peu moins en forme, un peu plus en difficulté, un peu plus ciblé, qui est deuxième de la ligue à l'usage rate et à l'offensive load, avec plus de 37% d'usage rate, donc quelque chose d'absolument énorme. Ça suffit à faire planter le système Mavs. Tout dépend énormément d'un joueur, c'est ce qu'on a pu voir par le passé, par exemple avec Harden à Houston ces dernières saisons.
Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien voir les Mavs bouger un peu avant la trade deadline, essayer d'aller chercher un autre profil créateur, pas forcément une superstar, mais un joueur qui est bon ballon en main, un niveau au-dessus d'un Tim Hardaway, pour pouvoir retirer un peu le ballon des mains de Luka Doncic. Il a bien montré pendant l'Euro, il était plus jeune, mais il a toujours cette capacité d'adaptation, qu'il peut être un excellent joueur aussi quand il n'a pas le ballon dans les mains, il sait jouer sans ballon, et j'aimerais bien voir à Dallas un peu plus de mixité à ce niveau-là. C'est une équipe qui est capable de garder ses systèmes offensifs aussi brillants, mais qui sont un peu moins dépendants d'un seul joueur. Donc voilà, pour conclure, on a pu voir un peu comment, grâce à Carlisle, Dallas a pu créer un système super efficace en attaque autour de son jeune génie. Donc si le système a pas mal grippé en ce début de saison, a été mis un peu à mal en raison des absences et du retard physique de certains, il semble enfin avoir trouvé sa vitesse de croisière depuis, donc 8 victoires pour 2 défaites sur les 10 derniers matchs, une attaque encore meilleure que la saison passée. Donc moi tout ce que je leur souhaite, c'est de continuer à ce rythme-là, de vraiment se mêler à la bataille pour les playoffs, et qu'on puisse continuer de voir un jeune Luka Doncic nous émerveiller avec ses actions toujours plus spectaculaires. Et ce qui est à noter aussi d'assez intéressant, c'est de voir que la première attaque de la ligue cette saison, les Clippers, ont pas mal repris d'éléments de cette 5-out offense avec ces 5 joueurs extérieurs quand Ibaka est sur le terrain, une circulation de balles assez importante, quelques écrans à l'opposé, et c'est pas pour rien donc que cette attaque est première de la ligue, elle reprend vraiment des éléments de la meilleure attaque de la saison passée. Donc si dans le dernier épisode sur les Knicks, on a vraiment montré que verrouiller la raquette, quitte à sacrifier les 3 points, à laisser les tirs ouverts, restait actuellement la défense la plus efficace de la ligue, on voit un peu cette opposition assez intéressante, assez marrante, de voir que les meilleures attaques actuellement, quand les meilleures défenses verrouillent la raquette, les meilleures attaques restent des attaques qui consistent à mettre un maximum de joueurs autour des 3 points. Quitte à ne pas forcément prendre que des 3 points, mais en tout cas à créer de l'espace pour les joueurs qui vont attaquer le cercle au fur et à mesure. Donc voilà, un nouvel épisode fini. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre entourage. Si vous avez aimé, likez-le. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, à commenter. Je vous dis à la prochaine. Bisous. We just talk about practice. We sitting here, I'm supposed to be the franchise player, and we're in here talking about practice. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We talking about practice, man. I mean, how silly is that, man? We talking about